Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Du droit et des mots, le podcast de Fidal Avocat, édition Normandie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les dirigeants. Que faire quand un client ne paye pas ? Est-ce qu'on tente un recouvrement amiable ? Est-ce qu'on passe directement par la voie judiciaire ? Quels sont les avantages, les délais et les coûts et surtout quelles erreurs éviter ? Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Henri Brière, avocat au sein du département règlement des contentieux au bureau de Fidal Caen. Bonjour Pierre-Henri, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Isis, bonjour à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Avec plaisir. Je suis Pierre-Henri Brière, avocat au sein du cabinet Fidal au bureau de Caen dans le département règlement des contentieux. J'ai suivi un double cursus universitaire avec un master 2 en droit des affaires comparées, puis un second en contentieux judiciaire. Après l'obtention de mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, j'ai d'abord exercé dans un cabinet spécialisé en litiges civils et commerciaux avant de rejoindre Fidal. Aujourd'hui, j'accompagne nos clients pour anticiper et gérer leurs risques contentieux, que ce soit en phase amiable, transactionnelle ou judiciaire. Mon objectif, leur apporter des solutions concrètes, efficaces et sécurisées à chaque étape du litige. Quand un client ne paie pas, quelles sont les étapes à envisager ? La première étape à faire, c'est avant tout d'engager une phase amiable de recouvrement. Concrètement, cela signifie relancer le débiteur par écrit, lettre de relance, mise en demeure. Ces documents sont essentiels car ils permettent de prouver les démarches engagées si l'affaire devait ensuite être portée devant un juge. Il faut mieux éviter les relances orales qui laissent assez peu de traces. Les écrits, eux, servent à établir la chronologie des échanges et à fixer le point de départ des intérêts légaux si aucune pénalité de retard n'est prévue dans le contrat. Cette phase amiable est non seulement utile mais souvent indispensable avant d'envisager une action judiciaire. Si le débiteur ne réagit pas ou refuse de payer, alors on peut passer à la phase contentieuse en saisissant une juridiction pour obtenir le règlement de la créance. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre recouvrement amiable et recouvrement judiciaire ? Bien sûr, le recouvrement amiable, c'est la première étape à envisager lorsqu'un client ne paie pas. L'objectif est simple, obtenir le paiement sans passer par la justice en privilégiant le dialogue et la négociation. Cela passe par des relances écrites, des mises en demeure, mais aussi par des modes alternatifs de règlement des différends, comme la conciliation, la médiation ou la procédure participative. D'ailleurs, pour les litiges civils qui portent sur des sommes inférieures à 5 000 €, ces démarches amiables sont obligatoires avant de saisir le juge. À défaut, la demande peut être déclarée irrecevable. Il existe toutefois des exceptions, notamment pour la requête en injonction de payer ou encore devant le tribunal de commerce, où cette obligation ne s'applique pas. En revanche, si la phase amiable échoue, on passe au recouvrement judiciaire. Là, le créancier engage une action en justice pour obtenir une décision contraignante. Cela peut se faire par assignation aux requêtes, selon la procédure choisie. Pour les créances inférieures à 10 000 €, l'avocat n'est pas obligatoire. Au-delà, sa représentation devient en principe obligatoire, sauf dans le cas spécifique de l'injonction de payer, qui peut être engagée sans avocat. Même au-delà de ce seuil, sauf si le débiteur conteste la décision. Même si l'avocat n'est pas toujours requis, je recommande vivement de se faire accompagner. Cela permet de sécuriser la procédure, de gagner du temps et parfois d'anticiper des mesures conservatoires utiles. Quels sont les avantages et les inconvénients de chaque voie ? Pour la phase amiable, les avantages sont notamment le coût réduit, puisque moindre recours à l'avocat et une absence de frais de justice, la rapidité, par une résolution souvent plus rapide si la démarche aboutit, et le maintien de la relation commerciale, puisque cette démarche est généralement mieux perçue, permettant en conséquence de mieux préserver la relation avec le client. Le principal inconvénient est que le créancier peut se heurter à l'inertie ou à des contestations de la part du débiteur. De sorte qu'à défaut d'exécution spontanée du débiteur, le créancier sera contraint d'introduire une procédure contentieuse à l'effet d'obtenir, le cas échéant, un titre exécutoire, c'est-à-dire une décision de justice, qui lui permettra in fine de faire recouvrer sa créance. Pour la phase judiciaire, elle présente l'avantage de la force exécutoire. En effet, la décision constituera un titre exécutoire et autorisera un recours à des mesures contraignantes via un commissaire de justice, comme une saisie sur compte bancaire ou une saisie-vente. Le seul préalable sera la signification de la décision et l'expiration des délais de recours. L'autre inconvénient sont les délais, potentiellement plus longs, la procédure judiciaire pouvant s'étaler sur plusieurs mois, voire années, notamment en cas de recours formé contre la décision de première instance. À quel moment tu recommandes de passer à une procédure judiciaire ? Il est avant tout essentiel de se rappeler que les lettres de relance et mises en demeure n'interrompent pas les délais de prescription, qui sont de 2 ans à l'égard de consommateurs et de 5 ans entre professionnels. Passé ces délais, les dettes sont prescrites et ne peuvent plus faire l'objet d'une demande en justice. Raison pour laquelle, faute de règlement spontané du débiteur en phase amiable,
il faudra introduire une procédure judiciaire avant l'expiration du délai de prescription, propre à chacune des créances. Précision faite que la reconnaissance de dette de la part du débiteur, même si elle est partielle, interrompra le délai de prescription, lequel recommencera alors à courir pour une durée équivalente, c'est-à-dire de 2 ou 5 ans. Par mesure de sécurité, je recommanderais donc d'agir rapidement après la première phase amiable, en cas de mauvaise foi du débiteur, d'absence de réponse, ou d'un impayé très conséquent, ou même encore d'une multitude d'impayés de la part d'un même débiteur. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les dirigeants dans ces situations ? La première erreur est une gestion trop tardive des impayés, puisque les dirigeants, pris dans la gestion quotidienne de leur activité, négligent parfois le traitement de leurs impayés, qui est particulièrement chronophage. Or, régulièrement, lorsqu'ils se saisissent finalement du traitement de leurs impayés, il est malheureusement déjà trop tard, puisque les délais de prescription sont acquis, ou les sociétés débitrices ont, dans l'intervalle, fait l'objet de procédures collectives. La seconde erreur, c'est l'absence d'écrit entre commerçants. Or, si la preuve entre commerçants est libre et ne nécessite donc pas forcément l'établissement d'un acte écrit, un contrat formalisé facilitera la preuve dans le cas d'une instance judiciaire en recouvrement, de la portée des engagements des parties, des prestations convenues, du montant, des conditions d'exécution, etc. Cela limite donc les risques de contestation des factures par le débiteur, sur la base de motifs fallacieux et souvent soulevés pour la première fois en pure opportunité devant les juridictions. Quels conseils pratiques tu donnerais à un dirigeant pour sécuriser ses créances dès la signature du contrat ? Pour sécuriser ses créances, je lui conseillerais de suivre 5 grandes étapes. La première, sécuriser les documents contractuels. Le contrat, les conditions générales de vente ou encore les factures doivent être bien rédigés, précis et adaptés à la réalité de l'activité. Il faut y intégrer des clauses solides comme une clause de réserve de propriété, des pénalités de retard ou encore l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Trop souvent, ces documents sont rédigés sans accompagnement juridique et au moment d'un litige, il s'avère difficile à faire valoir. Un bon contrat, c'est déjà un moyen de se protéger. La deuxième étape, encadrer les modalités de paiement. Pour éviter de se retrouver avec une facture impayée de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il vaut mieux organiser les paiements dès le départ. Par exemple, demander un acompte à la commande, prévoir un paiement échelonné ou encore fixer des ARS. Cela permet de limiter le risque financier si le client venait à ne pas régler. Troisième étape, prévoir des garanties. Quand les enjeux sont importants, il est pertinent d'ajouter une garantie contractuelle. Ça peut être une caution, un nantissement, voire une hypothèque selon la nature du contrat. Ces mécanismes permettent d'avoir un levier supplémentaire en cas de difficulté de paiement. Quatrième étape, de vérifier la solvabilité du client. C'est un réflexe simple, mais trop souvent négligé. Avant de signer, il est utile de se renseigner sur la situation du client. A-t-il déjà connu une procédure collective ? Quel est son historique ? Est-il connu pour des retards de paiement ? Ça prend peu de temps, mais ça permet d'anticiper des risques de non-paiement futurs. Et cinquième étape, assurer un suivi régulier. Une fois le contrat signé, il faut surveiller que les paiements sont bien effectués dans les délais. En cas de retard, il faut réagir vite. Relancer, enclencher une phase amiable si besoin, et surtout vérifier si une procédure collective a été ouverte. Si c'est le cas, il est impératif de déclarer sa créance dans les délais. Sinon, elle risque d'être inopposable et donc, in fine, perdue. Est-ce qu'il existe une procédure judiciaire que tu conseillerais prioritairement en termes de coûts et de délais ? Oui, absolument. Pour les créances fondées sur un contrat ou des statuts, je recommande souvent la requête en injonction de payer. C'est une procédure simple, rapide et économique, idéale quand la créance est claire et non contestée. Concrètement, il suffit de déposer une requête, un formulaire CERFA est disponible en ligne, avec le détail de la somme due et les justificatifs. Pas besoin d'avocat à ce stade, le juge peut alors soit ordonner le paiement intégral, soit fixer un montant partiel, soit rejeter la demande si elle est mal fondée. Si l'ordonnance est rendue, elle doit être signifiée au débiteur dans les 6 mois. Ce dernier a alors 1 mois pour faire opposition. S'il ne le fait pas, l'ordonnance devient un titre exécutoire, ce qui permet de lancer des procédures de recouvrement forcé. Mais attention, si le débiteur conteste, on bascule dans une procédure judiciaire classique avec ses délais et ses coûts. En résumé, c'est une excellente option pour les créances simples, bien documentées et non litigieuses. Elle permet de gagner du temps et de l'argent, tout en gardant la possibilité d'aller plus loin si nécessaire. Merci beaucoup Pierre-Henri pour ces conseils très concrets et utiles. Pour nos auditeurs, si vous êtes confrontés à un impayé ou si vous voulez anticiper ces situations, vous pouvez retrouver les coordonnées de Pierre-Henri Brière dans la description de cet épisode. Et si cet échange vous a été utile, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un avis sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à notre chaîne ou à partager cet épisode autour de vous. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau sujet en droit des affaires.